Bienvenue à tous et tous pour cette soirée de rencontre avec l'Agence Terre et le bureau Baumans de Fay. Et puis bienvenue surtout à cette exposition Fluctuations, dont le but est un petit peu de voir différents scénarios pour habiter avec le risque d'inondation et de la fluctuation des eaux. Qui se centre d'abord sur le témoignage de sinistrés à Chênay et qui propose différentes stratégies, 8 au total, qui va de l'échelle du territoire à celle de l'habitat. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir à l'agence Terre, agence parisienne, représentée par Karima Aga, Béatrice Julien Labruyère, Michel Osler, et puis le bureau Baumans de Fay qui est représenté par Jean-Christophe Culot. Merci à vous quatre d'être avec nous ce soir. Donc l'agence Terre, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, a été créée il y a 36 ans, en 1986. Par 3 associés, donc vous-même et puis Henri Bava et Olivier Philippe. En 2018, l'agence reçoit le Grand Prix de l'urbanisme français. Et je me demandais si vous pouviez revenir sur la signification de terre. Oui, c'est un très mauvais jeu de mots, mais il a fallu trouver un nom pour cette association de ces trois amis. Et donc on a trouvé Terre qui était à la fois en latin, ça veut dire A3, ça nous semblait effectivement évident, et en même temps, c'était notre matériau, notre terrain de jeu, c'était la terre. Donc, on regroupait dans une même appellation à la fois le fait d'être A3 et le fait d'être des paysagistes qui intervenaient sur ce globe. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et Béatrice et Karima, vous êtes entrées dans l'agence il y a combien de temps? Moi, il y a 8 ans et demi en stagiaire, et puis je suis restée ici. Et moi, en 2018, avec le Grand Prix de l'urbanisme, j'ai pu contribuer à l'écriture aussi de l'autobiographie scientifique, qui est très importante pour notre profession aussi de paysagiste urbaniste. Okay. Et de pouvoir voir au fil de leur histoire comment l'agence Terre, depuis 36 ans, fabrique des paysages en fait, à toutes les échelles. Et du coup, quelle est un peu la philosophie que vous développez depuis 36 ans? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au bout de 36 ans, on commence à avoir un peu de recul sur notre pratique. Et la pratique de l'agence a évolué comme la pratique du métier a évolué. C'est-à-dire qu'au début, on était un peu on avait une appellation qui avait été trouvée par Michel Corajou, qui est à la fois notre grand professeur et notre grand maître, et qui disait qu'on était les pendentifs des architectes, ou les enfants battus des architectes. C'est-à-dire qu'en gros, on nous laissait les espaces délaissés, et qu'effectivement, c'était pas une profession qui était reconnue comme telle. Elle a commencé à exister que à la fin des années 70, hein, et petit à petit, ce métier s'est imposé pour devenir maintenant un acteur un peu indispensable de la réflexion sur les questions de territoire. Et donc, pour faire très rapidement, à l'agence Terre, on a 3 métiers. On a le premier métier qui est celui de maître d'œuvre des espaces publics, donc des parcs plutôt métropolitains, des places, des avenues. Le deuxième métier, c'est celui pour lequel on a été aussi reconnu pour le Grand Prix d'urbanisme, d'être urbaniste en chef de zones d'opération plus ou moins grandes, métropolitaines ou plus modestes. Et puis le troisième métier, ou le troisième pied du tabouret, c'est celui de la réflexion à l'échelle territoriale et effectivement ce travail sur les sites de la Meuse sont liégeois, sont effectivement une des expressions de notre travail. Donc il y a vraiment ces 3 directions. Une cinquantaine de collaborateurs avec des horizons très... Mais on ne s'est pas réparti. Il n'y a pas... Aucun des 3 ne veut être spécialisé dans un des domaines, donc on est plutôt, on est bien partagé. Et donc, c'est une agence d'une cinquantaine de personnes avec des horizons très très différents, beaucoup d'architectes bien sûr, mais des paysagistes, des géographes, des littéraires, des gens, des graphistes. Donc voilà, c'est ça qui nous permet aussi d'aborder ces questions, des ingénieurs horticoles bien sûr, c'est ça qui nous permet d'aborder un peu toutes ces questions. Et beaucoup de nationalités différentes, je finis par ça, parce que c'est aussi c'est aussi, je crois, une des grandes qualités de l'agence, c'est d'abord que les gens sont plutôt jeunes, en tout cas par rapport à moi, et
et sont d'horizons culturels très différents, ce qui fait qu'on a vraiment un groupe qui est formidable à nos côtés, qui nous pousse dans nos derniers retranchements et qui nous amène un peu à nous préoccuper de questions qui sont maintenant fondamentales aujourd'hui. Et puis peut-être aussi terminer sur le fait que vous êtes basé à Paris, comme on vient de le dire, mais également à Shanghai, à Karlsruhe, à Barcelone et à Détroit. Voilà. Jean-Christophe, on vous connaît plus ici dans la région. Donc Baumans de Fay a été créé par Arlette Baumans, ici présente, et Bernard de Fay, qui n'est pas là ce soir. Il y a une bonne vingtaine d'années, nous allons dire. 25. Jean-Christophe, quand est-ce que tu entres à Baumans de Fay? En 2005, donc ça fait une bonne quinzaine d'années, ouais, 17 même, 17 ans. Et quelle est la philosophie comment tu décrirais la philosophie de Baumans de Fay? En fait, on pratique au quotidien l'architecture et l'urbanisme. Et je dirais qu'on est vraiment à traverser des échelles du détail architectural au grand territoire. Et donc, c'est vrai que c'est une des spécificités quand même du bureau qui cultive ça depuis 20 ans, alors 25 ans maintenant. Et 50 pour moi. et plus Arlette précédemment, effectivement. Et donc c'est vrai que je pense que c'est une grande spécificité de l'agence, du bureau. Et on est effectivement du coup plutôt principalement actif dans les marchés publics, différentes échelles, bâtiments, espaces publics et aussi dans les études urbanistiques et de territoire. Donc la question de traverser des échelles, elle est permanente. Et on peut lire dans vos descriptions que vous fabriquez du présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, on pratique au quotidien avec parfois la difficulté que ça engendre, mais on est dans le faire, quoi. Donc on fait toutes les étapes du métier, depuis la conception jusqu'à l'exécution. Donc, et on est effectivement sur des territoires qui sont souvent dans des territoires de transformation ou des territoires vraiment habités, donc où les gens, là où l'action est à mener, où les gens vivent, on est vraiment dans des questions de transformation. Donc aussi bien dans le fait qu'on aborde toutes les facettes du métier, que dans le fait qu'on est effectivement toujours constamment en questionnement sur les plus grandes échelles, quoi. Donc du côté de l'ICA, quand on était en train de travailler sur la mise en place de cette exposition, ce projet est sorti. Donc ce projet résulte d'un appel qui a été lancé par le gouvernement wallon en 2020. Et donc cette mission vous a été confiée en décembre 2020. Et en 9 mois, vous avez conçu... 6 mois. 6 mois? 6 mois, oui. Alors ça, oui, j'ai lu 9, mais donc 6 mois, vous avez conçu ce projet donc, qui découle de l'annonce en 2011 de la fermeture des hauts fourneaux par ArcelorMittal et de la ligne de production d'acier sur Liège. Et en 2014, la fermeture est définitive. Et en 2018, le cocon qui protégeait une activité potentielle est enlevé sur le haut fourneau B Dougré. Et les démolitions commencent à ce moment-là. Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce site sur lequel vous êtes intervenu, un site de 300 hectares, je pense, et quelle était la question véritablement qui vous était posée? Oui, en fait, le site, c'est en réalité 4 sites. Sont le site hérité de la production industrielle d'Arcelor dans le bassin sidérurgique de Liège. Donc il y a le site, ils sont symbolisés sur la fresque, le site du Haut-Fourneau 6, qui est du côté de Seraing, en lien avec la nouvelle gare aussi qui est réouverte ici, donc qui est plutôt à l'est du centre de Seraing. Le site de la Coquerie, qui est le site le plus pollué et qui est vraiment en bord de Meuse ici, entre le site du Haut-Fourneau, le HFB et le HF6. Donc c'est là qu'on fabriquait, qu'on amenait la matière, le coq qui servait à chauffer en fait, les hauts fourneaux. Le deuxième haut fourneau qui est le HFB où il y a toujours eu de l'activité industrielle depuis quelques siècles, qui lui est en face du standard. Et puis le site de Chertal, qui est le site où on acheminait la fonte en fusion pour la traiter sur des grands laminoirs ici via des wagons torpilles, qui est à l'autre extrémité de la ville de Liège. Et donc ce qui est assez fascinant avec ces sites-là, c'est qu'ils sont effectivement, quand on a découvert cette route ce rail qui les reliait, parce que c'est l'histoire de l'industrie, c'est qu'en fait c'est 20 km de long quand même. Donc on les a très vite réinscrits dans un plus grand territoire.
Et la question posée, c'est la SOGEPA, donc c'est-à-dire que et le cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire, elle était d'abord principalement économique, c'est-à-dire il y a eu de l'économie sur ces sites-là. Comment on peut réacquérir de l'économie demain en sachant qu'il y a des terrains, il manque de terrain pour le développement économique en Wallonie et que l'objectif c'est le stop béton, donc c'est d'arrêter d'urbaniser ces terrains à proximité des autoroutes sur les plateaux et plutôt essayer de développer l'activité économique dans les vallées, là où elle préexistait, etc. Et donc la question de base qui était posée, c'était vraiment celle-là, de laquelle on s'est emparé. Ok. Et Michel, quand vous êtes venu découvrir ce site, c'était quoi la première impression? C'est une grande claque. Je crois qu'on est arrivé au mois de décembre, janvier, première visite de site. De toute façon, les études territoriales, les premières visites de site, c'est toujours en janvier-février, comme par fait exprès. Et donc, vous imaginez le climat qu'il a pu faire voilà, en janvier. Un ciel sombre, voilà, il pleuvait, il faisait froid, mais chez nous il faisait pareil, hein, c'était pas dépaysant, mais surtout on était frappés par ces cathédrales, quoi, par ces lieux du travail qu'on avait déjà fréquentés parce qu'on avait travaillé sur la vallée de la Fensch, on avait travaillé sur des hauts fourneaux déjà, donc on connaissait un peu. C'est une histoire commune entre la France et la Belgique, hein, c'est cette histoire. On avait les mêmes personnages, on avait des Wendel, et après on a eu des Mittal, voilà, on a avec les mêmes pratiques sur le même territoire, le même abandon. Donc on avait cette histoire commune, donc c'était quelque chose qu'on partageait. Et cette première visite, effectivement, c'était une vraie impression voilà, on était vraiment frappés parce que derrière ces amas de tôle, c'est d'imaginer que toute cette énergie qu'il fallait déployer. Jean-Christophe racontait cette spécificité des wagons torpilles. Ce qui est étonnant, c'était quand même qu'on trimballait sur plus de 10 km de la fonte en fusion à 1800 degrés de température dans des wagons thermos pour les amener après. Donc il y avait une espèce d'ingénierie, y compris dans les chemins de fer. Enfin, il y avait toute une ingénierie pour faire fonctionner tout ce système. Et on s'est très vite attaché à essayer de comprendre tout de suite la globalité, la filiation, c'est-à-dire cette question de la filiation pour nous, elle était fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer de travailler sur chacun de ces 4 sites de manière isolée, ça c'était un fondement. Et le deuxième fondement, c'est de dire qu'ils appartenaient à la Meuse, et appartenir à la Meuse, appartenir à une rivière, c'est appartenir à une vallée, et donc forcément il y avait une relation au grand paysage. Donc plutôt de se focaliser sur cette question purement économique, qui était quand même la demande, et on peut remercier et le gouvernement wallon de l'époque et la SOGEPA d'avoir confié à des urbanistes paysagistes une réflexion sur une reconversion industrielle économique, ce qui c'était pas évident, donc il a fallu aussi s'imposer. On a beaucoup travaillé avec un partenaire qui n'a pas été nommé, mais qui est IDEA, qui nous a beaucoup aidé justement à nous accompagner sur ce redéploiement économique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on était très vite convaincus qu'il fallait travailler sur, alors on a appelé ça, avec Karima, elle est très attachée à la question du récit, elle y reviendra, à la question de nommer, on a commencé à renverser un peu le regard quand on s'est dit, mais après tout, on est au bord d'un fleuve, on a des grandes constructions, on a les châteaux de la Loire, pourquoi ce ne serait pas les châteaux de la Meuse? Et en disant ça, tout à coup, on change complètement le rapport. C'est-à-dire qu'on ne sait pas des... je me souviens, on parlait de chancre abominable, hein, c'était quand même ça le premier vocabulaire de notre maître d'ouvrage, qu'il fallait absolument effacer, parce qu'il fallait effacer cet échec. Mais effacer cet échec, c'était aussi effacer le passé glorieux de la sidérurgie belge, et c'était effacer aussi les histoires de ces milliers de personnes. Et on y reviendra parce que c'était cette idée de l'approche sociale, elle a été aussi au centre de notre travail. Et donc il a fallu effectivement reconsidérer l'ensemble de ce dispositif. Donc ça, c'était un peu les premières intuitions qu'on a eues très très vite sur ce site et qui après se sont mises en place au fur et à mesure du travail. Et alors en plus de commencer, juste pour finir cette question du travail qui a commencé en janvier 2020, c'était bien entendu, janvier 2021, c'était bien entendu en pleine période Covid, donc il fallait faire des entretiens, tout ça a été extrêmement compliqué dans un temps très très court, avec une demande très très forte. Et voilà, c'est aussi ça qui nous a poussé dans
nos retranchements et qui nous a obligés un peu à être efficaces. Et ça, c'était aussi intéressant. Et ça, justement, Karima, comment vous avez fait pour, en 6 mois, faire ce master plan sur un tel territoire? Comment vous avez travaillé? Avec qui vous avez travaillé? Parce qu'il n'y a pas que vous deux, justement, comme le disait Michel. On a travaillé en équipe, avec une équipe plutôt costaud, pour être efficace et très complémentaire. Donc il y avait en interne à l'agence, on était 4, donc il y avait 2 autres architectes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui travaillaient. Il y avait donc le bureau IDEA Consult qui portait le volet économique, stratégie, de positionnement sur les grandes filières industrielles à développer, sur le territoire liégeois par rapport au Green Deal, par rapport à l'économie belge, par rapport à ce que représente l'Europe aussi dans l'économie industrielle mondiale. Voilà, il y avait une intrication d'échelle. Nous qui ne sommes pas forcément acculturés aux questions de l'économie à ce point-là dans l'urbanisme, c'était aussi un apprentissage en cours. Donc il a fallu à la fois qu'on apprenne tous ensemble ce qu'on était en train de raconter tous, chacun dans notre coin. Parce qu'il y avait aussi un sujet de mobilité qui était hyper fort. On a une trimodalité qui est structurante et j'espère que ça se sent aussi dans la fresque, parce que la Meuse, c'est un vecteur paysager, mais aussi on essaye d'en faire aussi un couloir d'échange au service aussi de l'économie liégeoise. Il y avait la voie ferrée et puis il y a le remaillage de ces grandes pièces dans la ville. Donc il y avait toute une partie mobilité qui était aussi vraiment structurante. On ne s'en rend pas forcément compte a posteriori, mais il y avait beaucoup de questions très techniques à aborder. Donc en fait, il a fallu coordonner tout cet apprentissage collectif, avoir énormément de pédagogie aussi avec un maître d'ouvrage qui n'était pas des urbanistes comme nous, on a l'habitude de travailler. C'est plutôt un maître d'ouvrage très technique, mais en fait, voilà, on a essayé aussi de progresser en même temps qu'eux, de leur expliquer aussi comment on fait de l'urbanisme en général, avant de s'attaquer à un urbanisme économique, comment finalement, dans un très long terme, on peut réintégrer l'économie dans un processus de ville. Et ça, c'était très dur, j'allais dire. En tout cas, ça a demandé énormément de pédagogie et de travail sur soi aussi pour expliquer finalement, se rappeler en fait qu'est-ce qu'on fait quand on est urbaniste et comment finalement on traite des sites qui sont exceptionnels comme des hauts fourneaux, comment aussi on les réintègre à la ville, parce qu'il y avait à la fois ce caractère complètement exceptionnel du totem industriel qu'on devait faire redécouvrir à nos interlocuteurs qui voyaient ça depuis leur naissance. C'était leur paysage, c'est un paysage peut-être un peu d'échec d'une certaine façon, mais on essayait aussi de leur raconter avec toute la modestie qu'on porte face à ces sites et cette histoire, de leur rappeler qu'en fait, rien n'est un échec. Au contraire, il y a un héritage architectural, mais aussi social et culturel, une mémoire ouvrière qui n'est pas à balayer et qui, quand on parle de récit, c'est-à-dire qu'on se dit aussi c'est quand même un levier d'identité pour la métropole liégeoise. En fait, c'est pas juste les sites de Seraing, les sites de Chertal. Il y a une histoire liégeoise derrière qui est quand même immense à raconter, parce que c'était quand même la capitale de la sidérurgie au XIXe siècle. De la sidérurgie moderne. Donc, et puis pourquoi pas même une projection touristique et économique à partir de ce récit-là de l'histoire industrielle. Donc en fait on a déroulé toutes ces pistes-là, que ce soit la question du remaillage urbain, du redéveloppement industriel à plusieurs niveaux, du positionnement sur chaque site selon les potentiels de chaque site aussi, ce qui raconte chacun des sites. On a essayé de se plonger aussi dans les imaginaires de chaque site. Quand vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a ressenti? On a aussi, ça c'était une méthode de travail finalement. On ressent tellement de choses, la demande est tellement finalement complexe qu'en fait on a essayé de tenir un fil conducteur qui était qu'est-ce qu'on a ressenti sur le site,
comment parle de façon spontanée chacun des sites en fait. Et on a essayé de s'accrocher aux imaginaires originaux et à tout l'aspect sensoriel des sites, c'est-à-dire qu'on les a renommés du coup. En fait, on a renommé chacun des sites en fait, suite à notre visite. Et en fait, on a essayé d'ancrer ces imaginaires sur le projet et d'en tirer ensuite les principes de projet, c'est-à-dire on avait le HF6 qui nous racontait plutôt l'imaginaire d'un fort vallonné parce qu'il y avait des combes, des crevasses, il y avait aussi des emmurements, il y avait la coquerie qui était une grande plateforme noire au bord du fleuve qu'on a appelé la plateforme alluviale, le fort vallonné, et puis ce château du HFB qui était vraiment à la fois donc cet imaginaire très presque Miyazaki, quoi. Enfin, on avait l'impression de cheminer dans le ventre d'un monstre, mais c'était tellement beau, et puis c'est 80 mètres de haut, donc en fait les humains ne sont pas habitués à voir de si proche quelque chose de si grandiose. Il y a quand même aussi des choses, une espèce d'expérience qui mérite d'être racontée et gardée. Donc, voilà, donc le château Archipel, parce que aussi c'était un site très très chahuté avec des sillons, etc. Et puis la Chertal qui est complètement hors d'échelle, qui fait en soi 200 hectares, qu'on peut parcourir qu'en voiture tellement c'est grand, qu'on a appelé la Grande Presqu'île, qui est aussi presque une espèce de réserve pour les animaux à l'avenir, etc. Donc en fait, ces 4 imaginaires, on a essayé de les tirer et de construire le projet à partir de ça. Et ça, quand on tient un récit qui finalement peut être compris par tout le monde, que ce soit nos interlocuteurs maîtres d'ouvrage, que ce soit les interlocuteurs intra-DEL, je ne sais pas, l'ASPI, le GRÉ, enfin tous les interlocuteurs qu'on a eus, qui sont parfois très 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 économistes, dans des univers intellectuels très différents et de métiers très différents, bah finalement, quand on a cette petite vérité-là autour des imaginaires, on tient le projet jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a essayé de développer. Et c'est pour ça que la fresque est un objet pédagogique, imaginaire, parce que c'est avant tout ça qu'on raconte. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ça va mettre peut-être 30 ans, 40 ans à se transformer, tout ça. Mais en fait, peut-être qu'il faut... C'est à ça qu'on tient. Et peu importe si les formes urbaines peut-être changent à la marge, mais c'est là-dessus c'est le matériau qu'on a décidé de tenir, ce qui est quand même paradoxal pour une étude de redéploiement économique. Pardon, mais donc, effectivement, si on parle de la fresque, c'est vrai que quand on est venu vers vous, on voulait justement un élément qui puisse raconter un petit peu l'ensemble du projet, qui, je le rappelle, fait 500 pages. Donc, et qui est exprimé là dans une fresque de 4 mètres. Est-ce que vous pouvez un petit peu nommer les différents éléments qui sont présents sur cette fresque? Eh ben, déjà, c'est une fresque qui n'est pas à l'échelle. Hein. Vous vous en doutez, la partie liégeoise, elle est là, mais en même temps, il fallait qu'elle soit intégrée parce qu'on parle de la métropole, justement, et on parle de la métropole pour une fois par sa banlieue, j'allais dire, mais par ses bords. On raconte Liège par ce territoire industriel qui a été aussi raconté par les Dardennes et on voulait les mettre au premier plan. On a eu la chance de les rencontrer en visio aussi pour faire ce master plan. Grâce à Arlette. Grâce à Arlette. Tellement de choses grâce à Arlette. Et finalement, le fil... C'est fondamental. Ça me paraissait fondamental, comme d'autres rencontres, mais on pourra en parler, hein, mais voilà. Parce que c'est vrai que les rencontres, si je peux me permettre, hein, Karima, c'est vrai que les rencontres, il ne faut pas oublier les syndicats, toute une série de gens qu'on a rencontrés, qui sont fondamentaux dans cette lutte, quand même, pour un territoire, pour un héritage. Et si je peux me permettre, c'est vrai que le Haut-Fourneau, pour nous, c'était quand même... le Haut-Fourneau, le permis de démolir était déposé, hein. Le permis de démolir. Chaque fois que je le dis, j'ai la chair de poule, parce que je sais qu'un jour, donc, et j'aurais dû, mais c'est vrai qu'il m'avait dit que je ne prendrais pas la parole, mais si on peut comme ça, c'est vrai qu'on a partagé sur toutes les valeurs avec l'agence TER. Donc ça, c'était fondamental. Et nous, ben bon, je vais dire, c'est presque, je vais dire,
je n'aime pas le possessif, mais c'est notre patrimoine. Et donc, c'était fondamental. Alors, je redis des choses peut-être, mais du cahier de charge qui était quand même avec une vision purement économique, de le rendre beaucoup plus inclusif, complexe. Et là, je vais dire en deux conversations avec, c'était Michel et Karima à cette époque-là, on a compris que c'était génial l'association des deux bureaux, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a une énergie, les récits, je pourrais me retourner là, mais le récit littéraire et la littéraire qui est Karima a raconté toute une série de choses. Et nous, là où on voulait venir, où j'arrive parfois un peu trop rentre dedans, c'est pour ça que je ne parle plus normalement, mais donc le Haut-Fourneau, on se disait c'est pas possible, le permis de démolir, c'est pas vrai. Et je me souviens qu'une réunion, on a demandé, j'ai demandé au chef de cabinet, j'ai dit, écoutez, si le ministre doit signer le permis de démolition, je veux le voir en 4 yeux 2 minutes, et je n'ai jamais vu le ministre en 4 yeux 2 minutes, et le permis de démolition n'a pas été signé. Et ça, je trouve que quand même, alors il y a des jeunes ici, il y a des gens qui défendent et qui vont prendre la relève. On n'est que des passeurs. Ça, je crois que c'est aussi avec Michel, on sait qu'on n'est que des passeurs au niveau du territoire en tant qu'architecte et urbaniste. C'est pour ça que je tiens beaucoup. C'est pas uniquement le bel objet architectural. On a à défendre un territoire qu'on doit cicatriser. Et là, je pense qu'il y a vraiment... il y a certainement des gens qui sont plus compétents, qui ont les outils dans la salle et après nous pour défendre une série de choses pour la métropole liégeoise. Et je présume, je ne reprendrai pas la parole, mais il y avait une chose auquel on tenait aussi, c'est qu'on pense que la Meuse et ses abords a été maltraitée à Liège pendant des décennies. Et donc, quand est apparu, pour une série de raisons dont Jean-Christophe, Michel, Karima vont reparler, la chaîne de parcs là, ce qu'il y avait dans nos têtes depuis des années, c'est que cette chaîne de parcs, elle doit se développer. Ça doit être l'image de la métropole et de la supracommunalité liégeoise. Donc il y a des gens qui, je sais, porteront ça après nous, et pour les inondations, mais aussi pour la forme construite de la métropole liégeoise, ce qu'on est en train de défendre sur le schéma de développement communal, sur les quartiers. Donc cette chaîne de parcs en bord de Meuse, mais aussi en bord d'Ourthe et de Vestre, je crois que c'est le signe, c'est l'inscription sur le territoire de la métropole liégeoise. Et pouvoir, comme à Lyon, quand on bat la tête d'or et qu'on traverse tout Lyon, le long du Rhône, eh ben, j'espère que vous, vos enfants, vos petits-enfants, moi, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je n'ai fait que consacrer à mon métier. J'en suis peut-être un peu triste aujourd'hui, mais j'espère franchement que d'autres vont défendre ce territoire liégeois, ces berges de Meuse, et cette grande chaîne de parcs qui devrait, qu'on voit, elle a, qui a été représentée pour signifier qu'elle doit, au-delà de Serein et de Chertal, Herstal, être le cadeau de tous les citoyens liégeois. Voilà. Bon. Juste un élément dont tu n'as pas parlé, Karima, c'était aussi une capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'on se souvient très bien, la première fois qu'on a rencontré par exemple les syndicats, ils étaient dans une position très syndicat. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient, vous avez 300 hectares, nous, il nous faut du boulot. Et c'était la demande. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qu'on gâche, pour eux, c'était gâcher du foncier, c'était perdre de l'économie. Et petit à petit, on les a amenés sur autre chose, on les a amenés aussi sur cette mémoire sociale qui était très très importante. Et
cette fresque, elle reprend un certain nombre de verbatims, de paroles qui ont été prononcées, et on a été très attaché à ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été prononcé dans ces réunions, beaucoup en visio, elles étaient après retranscrites, et vraiment, c'est le verbatim des propos qui étaient tenus par les tenants du pour ou du contre, et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un territoire de contradiction, et effectivement, faire comprendre que sur ces 300 hectares, on allait en sacrifier 150 à la verduration, ça n'était pas facile à faire passer. Mais après, de raconter que cette verduration, que ces espaces verts, ça permettait aussi, et malheureusement ou heureusement, on a été au milieu d'études rattrapés par les événements des inondations terribles, c'était aussi l'idée de dire, alors qu'avant on avait une réunion assez hallucinante où on nous disait non, nous la Meuse, c'est tout contrôle, pas de problème, en amont, en aval, tout va bien, ça débordera jamais, voilà. Et bon, voilà, après la réalité d'un fleuve, c'est qu'il a un lit mineur, un lit majeur, et que le fleuve, il se balade. Historiquement, il se balade. Vous avez beau le canaliser, il y a un moment, il a envie de retrouver ses aises, et l'idée de dire, c'était qu'en travaillant sur ces requalifications économiques, de ce redéploiement économique, on redonnait aussi une partie du territoire, à la fois du cadre de vie pour le travail, mais en même temps avoir des zones qui permettaient d'avoir des expansions de crues, qui permettaient de créer cette chaîne de parcs, et surtout qui contribuaient à rendre à l'ensemble de la population des territoires, je pense notamment aux sites cérésiens, qui étaient complètement confisqués à une moitié de la population, c'est-à-dire que les femmes n'étaient jamais rentrées sur ces sites. C'était des sites, alors elles entendaient toutes les histoires de leur père, de leur oncle, de leur grand-père leur raconter ce travail, mais elles n'y allaient jamais. Et l'idée, c'est de dire, eh bien, ce territoire, il va revenir dans le bien commun de la ville, on va y faire passer des rues, on va se développer, on va passer à vélo. Alors on nous disait, ah non, c'est pas possible, vous comprenez, les sites industriels, il faut que ça soit à part. Et donc c'est tout un travail un peu de conviction, avec toujours cette histoire du récit initial, en leur disant, non, c'est pas la zone, c'est le château, c'est la plateforme, c'est voilà, c'est ces sites qu'il faut qu'on réaménage. Il faut complètement changer la manière d'aborder les choses. Et la fresque essaye de raconter un peu toutes ces histoires. Et c'est vrai que la rencontre avec les frères Dardenne a été... ils sont ce soir à Cannes, je crois, leur film. Donc, vous allez retrouver des petits personnages de différents films qui nous racontent un peu cette histoire. Alors, c'est pareil, les frères Dardenne, le maître d'ouvrage, au début, il disait bon, alors si vous aviez les cinéastes, d'accord, Dardenne, mais il faudrait en trouver un peu un peu plus gays, quoi, parce que voilà, les Dardenne, ils ont quand même une manière de filmer les choses, mais c'était extrêmement intéressant parce que la question qu'on leur a posée, c'est on leur dit, mais c'est tourné, où est-ce que vous tournez? Ils disent, mais nous on tourne qu'à Seraing, on est de Seraing, on tourne que de Seraing, mais on disait, mais on reconnaît pas précisément les sites, parce que après tout, vous pourriez tourner n'importe à Charleroi, n'importe quel endroit. Mais il dit oui, mais nous, comme on filme des histoires individuelles, on ne veut pas être écrasé par l'architecture, et on raconte des parcours d'individus livrés à eux-mêmes dans des sites un peu déstructurés, mais on n'élargit jamais. Et ça a été une espèce de tilt pour nous, une espèce de compréhension de la manière dont, effectivement, on peut parler d'un site sans forcément, avec un angle qui peut être un angle très personnel. Et cette idée du récit, effectivement, il a conduit tout le travail pendant ces 6 mois, et que cette fresque essaye de restituer, ce qui est toujours... Cette fresque a été faite spécialement pour l'exposition, hein, et en un temps record aussi. Donc merci encore à l'équipe de Terre pour ça. Et où on retrouve justement toute l'épaisseur, enfin les 500 pages, on les retrouve de façon très synthétisée, parce que nous, comme tu disais, il y a des images des films des frères Dardenne, mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi parler de tout ce que vous avez mis, en plus de ces verbatims, de ces images? Est-ce que vous pouvez... Peut-être que sur l'urbanisme des milieux vivants, l'idée de patrimoine vivant aussi, de se dire que c'est vraiment un travail qui est au cœur de cette profession paysagiste, urbaniste, de se dire qu'effectivement, il n'y a pas de... il y a des paysages spectaculaires, mais tous les paysages sont intéressants et ont un avenir en fait. Et qu'il y a des paysages du quotidien et il y a des patrimoines vivants. Et là, dans cette fresque, on voit tout ce patrimoine vivant qui est complexe. Et l'étude d'un grand territoire, c'est l'étude de la complexité. Et donc, effectivement, cette étude, elle a été fouillée, elle a été partagée avec énormément de personnes, elle est complexe. Elle a fait 500 pages. Mais
on peut, en fait, la fresque, c'est le jeu de se dire, on peut montrer la complexité en fait, du monde à travers des images qui sont capables de parler du passé, du potentiel des espaces, du potentiel des humains, du potentiel des territoires, mais aussi sonder un peu l'avenir et proposer des visions communes et partagées. Et donc, les fraises, la fresque, c'est pas nous qui l'avons inventée, bien sûr. Et même, on parle beaucoup aussi dans nos professions de concepteurs en ce moment de cette fresque, de l'allégorie du bon gouvernement de Lorenzetti, qui est à Sienne et qui montre l'équilibre en fait entre ville et campagne. Et c'est tout le sujet de nos professions, de travailler sur l'équilibre des territoires et l'équilibre entre la ville et les espaces extérieurs et les interfaces entre les choses. Et donc, elle nous permet, la fresque, de raconter toute cette complexité avec une lecture aussi assez sensible de la complexité et le fait qu'il y ait le fleuve. Il y a la question aussi de la transmission qui est importante, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça soit un document techno, c'est pour ça qu'on s'est permis de ces libertés. Vous voyez en filigrane très très léger la courbe réelle du fleuve hein, qui ondule, et en fait on l'a tiré un peu comme un spaghetti cuit. Et donc cette mode de représentation permet aussi de rentrer dans les univers, et on voulait qu'effectivement les enfants, les adolescents puissent aussi, les néophytes puissent aussi rentrer, commencer à regarder un peu, avoir une espèce de vision un peu de loin. C'est le but de la fresque, c'est pour ça qu'on a eu la chance. Et on vous remercie de nous laisser de l'espace, parce que d'habitude, c'est toujours du format 1,5 A4 300 dpi. Hein, en gros, c'est la demande. Et bon, faut faire rentrer 500 pages, c'est pas très simple. Et on s'est dit, bah voilà, on va y aller en grand pour une fois. Et ce travail, il est poursuivi à l'agence sur d'autres projets, dont un projet à Nantes sur lequel travaille aussi beaucoup Karima, avec aussi une fresque qui restitue un peu des usages, des pratiques, des univers. Et ça nous semble être un médium extrêmement intéressant pour justement parler de cette question du fleuve, qui est un sujet aussi à l'agence, alors que ça soit sur le fleuve Huangpu à Shanghai, ou que ça soit à Nantes, ou que ça soit à Toulouse, ou que ça soit au bord de Seine. Ces univers nous sont de plus en plus familiers, et notamment les univers de reconquête d'anciens sites industriels, parce que beaucoup de ces fleuves dans les villes étaient occupés par des activités économiques. Quand ces activités économiques sont parties, le premier qui s'est précipité dessus, c'est la bagnole qu'on a fait passer. Et maintenant, tout le travail, c'est d'enlever la voiture et de repenser autrement. Ça se fait à Paris, bien sûr, de manière spectaculaire, mais ça se fait maintenant un peu partout. Et ça doit encore se faire à Liège, tout à fait. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas à Liège un jour. Et voilà, parce que ça paraît tellement évident. Ça paraît tellement évident une fois que c'est fait, qu'on se dit quand même, il faut vraiment être stupide pour essayer de dédier un espace entre la ville et le fleuve à de la voiture. Ouais. Mais il faut l'enlever d'abord, parce que tant qu'on ne l'a pas enlevé, on ne s'en rend pas compte. Et ce travail de reconquête, il est au cœur de notre travail à l'Agence Terre maintenant depuis quelques années. Et donc parlons du projet. Arlette en a un peu. Arlette a tout dit. Hein. Non, il faudrait peut-être quand même revenir un peu plus. Moi, j'aimerais quand même que vous reveniez un petit peu sur cette épaisseur, justement, et ces différentes cicatrisations qui sont faites par le projet que vous présentez. Je ne sais pas si vous voulez le faire sur toute la longueur, parce qu'on parle de la longueur, mais Jean-Christophe, dans les échanges qu'on a eus, il faut aussi parler de la coupe, qui est très importante et très typique aussi du paysage wallon. Est-ce que tu peux un peu... Et puis, moi, je trouvais ça très important aussi de cette prise de conscience que devait prendre... Ce n'est pas pour rien si vous avez mis que le standard est en face, que cette prise de conscience que doivent avoir aussi les politiques, de se dire qu'il n'y a pas qu'une rive, il y en a deux. Et donc, est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de la transversalité, en fait, quelque part? Ah oui, et comme on l'a déjà beaucoup dit, il y a ces grandes linéarités dans l'épaisseur. Il y a ce parc de bord de Meuse qui est initié par la reconversion, par ce master plan de Seraing jusqu'au HFB. Et puis après, on fait le lien avec des études qu'on mène aussi pour la ville de Liège, du schéma de développement communal, où on imagine effectivement qu'à certains moments, cette linéarité-là, elle peut traverser et elle peut se retrouver en prolongement dans des questions de reconversion aussi de Sclessin, par exemple. Parce que par exemple, le tram, c'est ce que vous avez représenté. Ici, c'est le tram, effectivement, avec mais ses qui arrêts. est donc de ce côté de la rive?
Effectivement, donc là, il y a des enjeux. Si la question ici est plutôt de l'ordre économique et la question est de l'ordre de la reconversion industrielle, ici, il y a vraiment des enjeux urbains qui se jouent. Et donc, c'est vrai que la question des deux rives est abordée et continue à être abordée dans les études qui sont en cours par la ville, en intégrant ceci. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que ça aborde la question de la supracommunalité, ce que n'aborde pas d'autres études qu'on mène par exemple pour la ville de Liège, où la limite administrative de la ville génère à un moment donné un moment de périmètre qui est un peu faussé, quoi. Et donc c'est vrai que c'est ce qui est symbolisé là en dessous. C'est comment on commence à initier cette alternance qui existe, hein, c'est-à-dire en des quartiers qui sont des quartiers en pleine reconversion, qui sont des quartiers où on vit, des quartiers ougrés ici par exemple, il y a un vrai enjeu urbain ici avec la gare qui est réouverte, Clessin en face, et puis au fait il y a cette alternance qui existe entre les deux rives, du bâti non bâti, du patrimoine, en des quartiers existants en transformation, en des nouveaux quartiers à développer, etc. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on voit un petit peu moins dans la fresque, qu'on voit un peu plus dans cette épaisseur-ci, mais c'est vrai qu'en face, il y a tout ce travail qui doit continuer aussi à émerger de part et d'autre des rives. Et la route du feu, justement, qui traverse. Et il y a la route du feu qui traverse, qui et elle devient quoi exactement? La route du feu, c'est un projet en soi qui devrait être porté par un porteur de projet. et c'est vrai qu'il y a déjà, je pense que la SOGEPA va commencer aussi à prendre les choses à bras-le-corps. Et c'est un projet en soi. Et cette route du feu aussi est potentiellement support d'un grand corridor vélo, par exemple, qui relie les quartiers à travers ces sites industriels et à travers ce paysage. Ce paysage assez épais. Donc c'est vrai que du coup on voit dans la fresque ces notions d'épaisseur et ces versants aussi qui viennent ici et qui vont rechercher les quartiers pour progressivement donner accès à l'eau, puisque c'est vrai que tous ces sites industriels-là, c'était des ruptures entre les quartiers et l'eau. Et donc les réouvrir, ça permet aussi de donner accès à l'eau à travers ce grand parc, ce grand parc en bord de Meuse, qui permet aussi de gérer toute une série de questions liées à l'eau. Pour revenir à la coupe, on avait sur chacun des sites essayé d'imaginer une face A et une face B, c'est-à-dire qu'il y avait une face urbaine et économique, mais il y avait aussi une face nature. À la fois parce qu'il y avait des sites qui étaient tellement pollués que l'on ne pouvait rien y faire, donc le mieux c'était de laisser la nature reprendre un peu ses droits, la laisser se réinstaller et faire le sale boulot de dépollution que elle pouvait, mais en tout cas occuper ces sites de manière naturelle et constituer ces espèces de maillons de pas japonais de biodiversité qui allaient constituer cette chaîne des parcs. Et donc on était dès le début, on était dans le fait de mener de front. J'ai toujours l'image de la table de mixage avec les curseurs et le curseur social, culturel, architectural, urbanistique, pédologique, paysager, de mobilité, ils sont tous poussés en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un plan de développement économique seulement, c'est un ensemble. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu essayer de retranscrire dans cette fresque, c'est justement cette complexité et cette addition qui est en capacité de fabriquer quelque chose encore de plus grand. C'est-à-dire que de ces 300 hectares, on en fait un projet métropolitain et on a dit à la ville de Liège, eh ben chiche, si Liège doit devenir une capitale européenne de la culture, eh ben voilà, vous avez un terrain de jeu où oublions les serins, les Herstal, on est sur cette vallée ardente, comme on l'a nommée, et il faut vraiment qu'on travaille sur les continuités. Et sur chaque site, on le voit plutôt ici, cette face, elle est plutôt comme ceci. Ici, sur Chertal, elle est plutôt comme ceci, avec la grande réserve qui est plutôt au nord. Et ça a permis aussi, puisqu'il y a tout un travail qu'on entreaperçoit ici, mais qu'on a essayé de faire sur les typologies aussi architecturales, c'est de montrer comment on peut mettre en place des grandes trames ou des grandes structures tridimensionnelles qui permettent aussi à un moment donné d'essayer de densifier les activités économiques pour libérer le sol et pour justement permettre aussi de démontrer qu'on développe beaucoup de mètres carrés malgré le fait qu'on développe beaucoup de nature aussi. Et on a essayé aussi chaque fois d'essayer de comprendre comment les bâtiments existants étaient construits et comment en transformation on peut reconstruire des grandes structures mais plutôt actuelles, mais en transformation de ce qui existe. Donc c'est-à-dire que l'observation des traces du passé a fait émerger aussi
des potentiels de structure ou d'écriture architecturale qui sont en lien. Donc la question du bâti a aussi été abordée. Donc ici, c'est ce qui est symbolisé par ces grandes structures plutôt horizontales et plutôt ici un travail sur des structures de verticalité. Mais on a aussi essayé de convaincre et de montrer comment maintenant on devait essayer de commencer à superposer des choses quand on raisonne aussi d'architecture industrielle ou économique, quoi, pour arrêter de faire ces grands aplats de parking et de boîtes qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Et là, il y a tout un travail qui a été fait aussi sur la manière de faire ou de concevoir ces bâtiments, en fait. En gros, pour donner des clés de lecture de la fresque, peut-être, tout ce qui est ruban jaune, c'est comment on retravaille sur le maillage existant et comment, à partir de ce maillage existant, on retrame nos sites. Donc, ça veut dire que... c'est-à-dire que, par exemple, les bords de Meuse sont un support principal, primaire, qui est le grand vecteur en bord de Meuse de la liaison entre nos sites, mais en fait aussi on développe un remaillage entre les sites et le tissu urbain existant, avec quelques rues qu'on a quand même essayé de dessiner, comme la rue de Trasanster, qui sont des rues un peu particulières qui relient nos sites. On voulait un peu fondre les sites avec le tissu de la ville. Donc tout ce qui est détouré un peu comme ça, où qu'on voit c'est le tissu existant, et tout ce qui est plutôt redessiné en bleu, c'est notre proposition de projet de construction. Tout ce qui est en rouge, en revanche, c'est le patrimoine conservé, pour lequel on s'est quand même battu. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un truc sur lequel il faut insister, c'est que la méthode, on l'a inventée en faisant le projet, et que si on est arrivé à avoir une étude plutôt partagée et consensuelle, et vraiment, je pense, saluée un peu par tout le monde, c'est parce qu'on a ouvert les dialogues et parce qu'on s'est doté de petites stratégies de projet un peu opportunistes pour pouvoir asseoir notre propos. C'est-à-dire, par exemple, premièrement, on s'est dit le patrimoine est perçu, le constat c'est que le patrimoine est perçu comme un élément négatif, un élément du passé, une espèce de nostalgie inutile qui est contre la marche de cette modernité vers l'économie future. Et que bon, comment on peut aussi quantifier la valeur du patrimoine? C'est aussi se mettre dans la peau de nos interlocuteurs qui travaillent pas forcément sur des questions de culture et de valeurs paysagères, etc. Mais on a décidé, par exemple, d'attribuer une notation à chacun des bâtiments. Et ça, c'est vraiment le boulot de Baumans de Fait, qui s'est plongé dans chacun des bâtiments sur chacun des sites, qu'on a dû évaluer avec des critères très objectifs, comme leur qualité architecturale, leur capacité d'adaptation à des usages futurs. Alors quand je dis qualité architecturale, même leur capacité totémique, la façon dont ils ont une présence dans le paysage et leur symbole, en fait. Autre critère, l'empreinte carbone aussi de la déconstruction possible, leur insertion dans le tissu, dans le remaillage, dans le retramage du site, donc leur qualité urbaine. Puis il y avait quoi d'autre comme critère? Il y avait la qualité de l'usage, la flexibilité de la structure, effectivement, la question économique. Alors, à un moment donné, on a même prouvé que certaines déconstructions on le prouve que certaines déconstructions sont plus chères que des démolitions, puis construction, et d'un point de vue aussi écologique, mais d'un point de vue aussi économique. Donc les deux sont liés. Et puis on a quand même fait un travail aussi avec Arcelor, qui n'était pas des moindres, où on a démontré que l'emprise au sol de ce qu'on conservait, au fait, était ridicule par rapport à l'ensemble des sites, et donc parce qu'il y avait tous les arguments de difficulté des constructions, etc., ou les arguments du maître d'ouvrage plutôt de oui, mais au fait, ces mètres carrés-là, on les perd pour ne pas développer de l'activité sur les sites dans un maillage urbain. Donc on a effectivement regardé comment ça pouvait s'intégrer dans un nouveau maillage urbain. Et ça, c'est les principes de composition des formes urbaines qui ont alimenté
qui ont alimenté le patrimoine et vice-versa. Et c'est vrai qu'on a fait tout ce travail de repérage d'emprise au sol et de pourcentage pour montrer qu'en fait, on parlait de moins de 2%, de moins de 2% des 300 hectares. Mais aussi en considérant qu'il n'y avait pas un bâti posé sur un sol complètement homogène. C'est-à-dire que le bâti est intriqué sur des sols industriels qui sont eux-mêmes hyper complexes. On avait même utilisé la métaphore du volcan à un moment donné pour se dire qu'en fait il y a tout un langage de la trace du vestige de l'activité sidérurgique. Il y a des creux, il y a des sillons, il y a des espaces envasés, il y a des boues, il y a des montagnes de détritus sur Chertal, comment t'appelles c'est un nom particulier. Il y a une espèce de géomorphologie de l'activité industrielle dont les industriels disaient, en gros, on va faire... La discussion qu'il y a eu, c'est en gros, on disait, il y a des creux, il y a un effet d'aubaine, on va stocker des terres polluées qui vont venir d'ailleurs, et puis donc on va gagner de l'argent en valorisant ce foncier, en le rendant opérationnel. Et il a fallu donc attaquer sur l'économie. C'est pour ça que l'idée des chiffres, on avait en face de nous des gens qui avaient plutôt l'habitude de manipuler des tableaux Excel, et c'est pour ça qu'on est parti en disant, mais combien ça occupe pour de vrai ? Et quand on regarde et qu'on te dit c'est 2%, là, ils ont du mal à nous dire, oui, ça va nous gêner. Après, le désamiantage. Ils disent, ah oui, mais alors si vous le gardez, il faut le désamianter. Mais si vous le détruisez, il faut aussi le désamianter. De toute façon, les process sont les mêmes. Donc, le coût de désamiantage, il est neutre. Puisque que vous le gardiez ou que vous le démolissiez, vous êtes obligé alors peut-être avec un peu plus de finesse, mais bon, donc, il a fallu pied à pied comme ça démonter. Et puis, être force de proposition. C'est-à-dire que pas seulement s'arc-bouter en se disant, on a un méchant en face de nous et donc nous, on est les vertueux. Mais de dire, mais comment en gros on peut essayer de trouver un système dans lequel vous allez vous y retrouver, mais en même temps en n'étant pas naïf, quoi. C'est-à-dire que et imaginer un master plan suffisamment souple pour être capable d'encaisser le temps, parce qu'on était sur plutôt imaginer quelque chose à 20-30 ans, c'est ça le process. Et donc se dire, on garde de la souplesse, on a une espèce de grille primaire qui définit les mobilités, les grandes trames, et puis cette grille primaire, elle va être en capacité d'accueillir soit une activité qui va consommer beaucoup de foncier, mais en même temps, on a désigné sur chacun des sites des capacités d'accueil. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi partout. Il y avait des sites qui acceptaient plus des activités plutôt plus brillantes, par exemple, alors qu'au cœur de Seraing, à proximité de l'habitat déjà existant, on était plutôt sur autre chose. Donc il a fallu aussi qualifier. Et ce master plan, il sert un peu d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des choses de tamis plutôt, et des moments, il y a des choses qui ne passeront pas, qui ne pourront pas se faire. Par contre, il y a des choses qui pourront se... Donc on a mis, on appelle ça après des boîtes à outils, mais c'était une manière de donner un master plan qui puisse effectivement devenir opérationnel. Oui, on a dû avoir une approche un peu quantitative, donner des notes à chaque bâtiment, mais n'empêche qu'en fait, c'est ça qui nous a permis ensuite de discuter avec des chiffres et avec une approche scientifique presque pour qu'ensuite convaincre. Et on a eu en parallèle une deuxième approche d'ouverture du master plan, mais qui ne nous était pas forcément demandé. Il n'était pas forcément demandé dans la commande d'avoir un master plan concerté à ce point-là. La concertation, à la base, elle devait juste se faire avec les acteurs économiques et qui étaient les potentiels porteurs de projets à venir sur les sites. Et en fait, on s'est dit, mais si on n'a que des acteurs économiques concertés, ça va poser un problème. Déjà, ces sites n'appartiennent pas que à l'économie, ils appartiennent au territoire, presque. Puis en plus, c'est des histoires européennes, quoi, je veux dire. Donc... ils appartiennent aux Cérésiens, ils appartiennent aux Liégeois. Il faut aussi pouvoir, dans le temps qu'on a, ouvrir ce master plan à d'autres types de discussions. Donc plutôt que de faire uniquement des ateliers économiques, qu'on a fait, on a aussi décidé de faire des ateliers, tout ça en visio, sur les sujets environnementaux. Donc on a fait toute la liste des acteurs environnementaux de protection des eaux, de l'agence d'Urba, de Liège, tous les acteurs qu'on trouvait pertinents, puis des ateliers sur la question de l'héritage. On est allé chercher donc les syndicats, les associations, la WAP, certaines personnalités donc, politiques ou culturelles, la maison de la métallurgie,
Voilà. Ça représente en gros une vingtaine d'intervenants, c'est ça ou... Ça représente quasiment 200 personnes à la fin. Oui, des ateliers aménagement aussi, économie, etc. Donc c'est vrai qu'on a ratissé vraiment tous les thèmes pour finalement construire une vision très, très consensuelle, mais très forte. Et c'est ça qui est important. Et par exemple, pour prendre un exemple sur Chertal, très vite, tout le monde a dit, oui, mais au fait, il ne faut plus un opérateur unique qui achète tout Chertal et qui décide de la façon dont il développe. Donc ça, c'est des choses qui ont émergé très vite, mais qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord pour porter ces principes-là. Parce que la fausse bonne idée sur Chertal, c'était de la logistique. Hein. On a le canal Albert, on a un quai, on a de la place, on a des porteurs de projets. C'était tellement évident que le fait quand on a dit non, il y a un moment, c'était un peu dur. Et puis il a fallu raconter que la logistique, c'était pas non plus vraiment créateur d'emplois, qu'il fallait peut-être penser à autre chose. Et petit à petit, comme ça, on a pu contourner, mais tout en respectant la trame du site, parce que Chertal, il y avait aussi une écriture architecturale qui était extrêmement importante. Il y avait vraiment une qualité qui avait été portée, et donc essayer de retrouver l'ensemble de ces éléments. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, et puis on se rend compte que la ligne longue du tram arrive juste en face, donc la mobilité douce, on y arrive, etc. Donc finalement, tous les acteurs se rendent compte que Chertal, c'est une pépite, on ne peut pas les laisser partir à un seul opérateur faire de la logistique. Donc ça, de fil en aiguille, tout ça se construit et le master plan se complexifie et en fait, il prend forme. Et paradoxalement, techniquement, ce Covid et ces réunions avec 50 personnes ou 20 personnes sur l'écran, c'est plus facile à organiser que des grandes réunions qu'on aurait pu imaginer, où les gens ont des emplois du temps compliqués, où la moitié des gens sont absents. Là, on avait à la fois on avait l'ensemble des partenaires à chaque fois sur chaque atelier, et en même temps, il y a tout un travail de fait sur la question des verbatims. Chacun disait quelque chose, c'était retranscrit sur un post-it, qui était collé sur un plan, donc c'était aussi extrêmement efficace. Sur la restitution de la parole, et au moins, les gens qui participaient étaient sûrs que leur parole était entendue et était retranscrite. Et ça, pour nous, c'était important. On leur a même demandé aussi de participer au master plan, d'écrire aussi un paragraphe du master plan chacun. Enfin, c'était super important pour surtout tous les acteurs culturels et patrimoniaux de la métropole. Et même les syndicats, enfin, ils étaient ravis en fait de nous écrire ensuite le courrier qui nous disait voilà, on a participé à cet atelier, on est d'accord avec l'idée de conserver du patrimoine, enfin, justement c'est important pour nous. En fait, en ayant toutes ces preuves tangibles aussi de l'intérêt des gens pour le patrimoine, l'intérêt des gens pour la question environnementale et pour même tous les sujets d'urbanisme, toute la finesse des réponses en termes de mobilité, d'architecture. Enfin, voilà, ils étaient très contents de pouvoir aussi de participer avec le courrier final qui a été retranscrit en annexe du plan guide. Et voilà, en fait, du coup, on a fait toute cette concertation gigantesque. Et en fait, finalement, discuter, ça permet... Paradoxalement, hein, contrairement aux pratiques traditionnelles, ça permet de pouvoir mieux faire du projet et de mieux défendre les choses auxquelles on croit. Parce que c'est des territoires qui sont tellement aux problématiques tellement collectives que ça ne doit pas rester dans les mains d'une poignée de personnes, quoi. Ça a permis de faire émerger certaines évidences aussi à un moment donné, à la fin de l'étude. Oui. Mais donc là, vous le dites vous-même, il y a un accord consensuel entre chacun des partenaires et des personnes. Mais ce plan a été rendu, a eu aussi bonne presse. Mais je me demandais, quid maintenant? Est-ce qu'on retrouve cette même... Est-ce que la volonté politique reste partagée? Est-ce que... Enfin, jusqu'à dernière nouvelle, elle restait partagée. Il y a bien entendu une négociation qui est menée, puisque la SOGEPA n'est pas maître du foncier, puisque les accords sont en train d'être négociés pour le prix de cession du foncier, site pollué, pas pollué. Mais c'est plus facile, je pense, à la SOGEPA aujourd'hui de négocier avec ArcelorMittal, en leur disant voilà ce travail, voilà ce qu'on peut dire nous, et ça fait une base de discussion. Et à ce moment-là, il y a des discussions extrêmement importantes.
on a bon espoir. Il y a des partenariats privés qui sont menés, je crois, sur le site de la coquerie. Donc les choses sont en train de se mettre en place. On ne voulait surtout pas que ça soit le master plan qui serve un peu d'alibi. On voulait vraiment que ça soit un outil d'aide à la décision, à la fois aussi pour les politiques, pour leur permettre effectivement de négocier. Mais en face, vous avez des gens qui sont aussi rompus, qui sont un peu rompus aux négociations, qui nous ont pas dit toutes les vérités que recelaient ces sites. Donc il y avait une espèce de partie de poker menteur là, dans tout ça. Mais on voulait surtout éviter l'effet de dire nos terrains, c'est 300 hectares d'économie, donc c'est un cadeau qu'on va vous faire en vous les cédant à un prix certes important, mais qui va tellement contribuer à relancer l'économie liégeoise. Donc il fallait aussi à un moment tomber les masques et rentrer un peu dans le dur des questions de pollution, en tout cas de ce qu'on savait, et puis de dire non, ces terrains-là, c'est des morceaux de ville qu'on va faire, on va fabriquer quelque chose. Et bon, maintenant on est peut-être l'enthousiasme de... Mais bon, on reste confiant quand même, en tout cas de ce qu'on entend. Et vous restez impliqué ou pas? On reste toujours, oui, on n'est pas très loin, du téléphone. Donc, on espère qu'il sonne. On attend qu'il sonne. Non, on est toujours en contact avec Stéphanie Stévenard. Mais il n'y a pas d'autres phases qui sont... Il n'y a pas d'autres phases officielles qui sont imaginées. On a fait des propositions, donc on sait qu'on pourra continuer ensemble. Il y a une volonté, je pense, de part et d'autre de continuer ensemble. Voilà, maintenant, il faut que les choses se fassent et que ces questions de propriété, de foncier se règlent. Elles sont de foncier, de prix du foncier. Ça, c'est extrêmement important.